Oh, la petite musique. Donc, après ce jingle, on passe à notre nouvelle séquence sur ces Reno Days. Là, c'est la table ronde où on parle de rénover comme d'une question de cohésion sociale, puisqu'on essaie de vous proposer tous les angles du sujet. Alors, pour en parler, je vais demander à Suzanne de Chevigné de me rejoindre sur scène, à Gilles Béraud, à Mathieu Sattler et à Nicolas Cordier. Je vous en prie, installez-vous. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ouais, ouais, c'est ça. On ne sait pas si on est en DPE, moi je suis G et vous, vous êtes A ou un truc comme ça. Alors donc là, voilà, du plus chaud au plus froid. Donc là, vous avez vu augmentation des prix de l'énergie, phénomène de météo extrême, consommation énergétique qui explose en gaz ou en électricité. On a presque l'impression que ça fait, alors on disait un peu la fracture sociale à une époque, pour les plus vieux qui connaissent ce terme. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture énergétique entre les riches qui peuvent se chauffer, se protéger de la chaleur et de la canicule, et puis entre guillemets les autres qui subissent tout ça, où ça a des dommages sur leur santé, sur leur morale, sur leurs conditions de vie et sur leur vie sociale. Alors, je vais demander à Gilles Béraud de commencer. Vous êtes directeur général de Stop Exclusion Énergétique. Oui, le micro marche bien. Oui, je sais. Alors, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous faire un distinguo, une définition claire entre précarité énergétique, qu'est-ce qu'on entend par là, et exclusion énergétique? Merci de l'invitation. Alors, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas ceux qu'on chaud l'hiver et frais l'été et le contraire. Et d'ailleurs, dans le contraire, je pense qu'on va avoir des mauvaises surprises parce que dans un contexte d'énergie déréglementée, quand j'ai vu cet été quelques jacuzzis, quelques climatisations à très peu cher, très bas de gamme. Je suis un peu inquiet des factures d'électricité, ce qui fait que ceux qui sont le plus en difficulté vont peut-être être encore plus en difficulté. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que effectivement, nous on s'intéresse à l'exclusion énergétique. Alors la définition, elle est très simple. Vous prenez des gens en grande difficulté de vie, 50% du plafond annuel, là je suis technique, 10 € par jour et par personne, Oui. là, je commence à être un peu plus précis, et vous installez dans une passoire thermique. Donc non seulement vous n'êtes pas bien, vous avez des problèmes de santé, les gamins sont malades, ça se ressent sur les résultats scolaires, la confiance en soi, l'emploi, toute la gamme. Là, c'est pas seulement une question climatique, c'est une vraie question sociale. Eh bien, quand vous placez dans ces conditions-là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et il y a encore deux catégories. Il y a ceux qui chauffent un peu et ceux qui chauffent quasiment pas du tout et qui se chauffent avec des poêles à pétrole. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez plus d'argent... C'est eux qu'on appelle l'exclusion énergétique, c'est ceux-là. C'est ça. C'est passoires thermiques et personnes en grande difficulté de vie. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est rénover massivement. Mais c'est très bien que ce salon existe, cette rencontre existe. Mais évidemment, notre enjeu, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, 500 000 familles sont propriétaires occupants, mais sont dans cette situation d'exclusion énergétique. C'est-à-dire leur domicile est F, G ou le plus bas du E, et elles sont à 10 € par jour et par personne. Et là, on a toutes les conséquences dont j'ai parlé. Et ces personnes-là, on peut les aider, il y a de plus en plus d'argent pour ça, mais il faut de l'accompagnement, et ça, c'est le centre de notre priorité. Et c'est l'objet de notre table ronde, de voir comment on peut faire. Suzanne de Chevigné, alors vous avez plein de casquettes, mais on va essayer de se focaliser sur votre rôle à l'Association nationale des compagnons bâtisseurs. Et je précise aussi que vous êtes physicienne de formation et que vous êtes directrice de recherche au CNRS en charge des questions de médias, de communication, d'environnement et de... Oh, c'est une bonne question. Hein. Peut-être de précarité énergétique. Alors, qu'est-ce que ça raconte de notre société, cette précarité énergétique? Vous êtes au plus près des plus démunis qui sont dans ces situations-là.
On a assez peu parlé ce matin, sauf avec Christophe de la Fondation Abbé Pierre. Vous allez les voir, ces gens. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur leur vie quotidienne d'être mal isolés, mal chauffés? C'est intéressant que vous me fassiez un petit peu le parcours de ma vie, parce que j'ai effectivement commencé à travailler, à faire vraiment de la recherche scientifique sur les personnes en précarité énergétique. C'est vraiment un travail type ethnographique. Oui. C'est surtout ma doctorante Johanna Lise, que je salue là, pour aller voir en quoi ça consiste. Et ça a été fait il y a 15 ans maintenant, donc à une époque on ne savait pas trop. Et effectivement, on se rendait compte que les gens étaient extrêmement impactés. Ce n'est pas juste une question d'avoir chaud et froid, mais vous avez honte de votre logement parce qu'il commence à moisir. Donc on n'invite plus personne chez nous. On n'invite plus, les gosses sont malades, etc. Donc ça a un impact extrêmement large. Et donc c'est vraiment une question qu'on connaît depuis longtemps. Et alors donc effectivement, maintenant je suis à la retraite et auprès des compagnons bâtisseurs, j'interviens, je les appuie, en particulier sur un travail sur la précarité énergétique, mais en fait c'est sur le mal logement en général. Donc il faut bien voir que c'est un ensemble de choses et il y aurait un petit risque à ne regarder que la rénovation énergétique et pas tout ce qu'il y a pas tout ce qu'il y a derrière. avant, parce qu'il peut-être qu'il y a un problème de sécurité électrique dans l'appartement ou la maison, peut-être que le toit fuit, etc. Donc il faut qu'on fasse attention avec des publics qui sont vraiment en très grande Ah oui, ce que difficulté vous voulez dire, à c'est faire que dans du l'ordre de sur-mesure. priorité, déjà, il ne faut pas que ouais. le plancher s'écroule ou qu'un enfant passe à Voilà. travers avant de se demander si on va changer les fenêtres. Exactement. Et c'est un petit peu compliqué parce que les dispositifs, comme souvent, sont un peu en silo. Oui. Donc vous trouvez un financement précarité énergétique, mais il ne va pas vous refaire Oui. l'électricité. La raison d'être de cette association des compagnons bâtisseurs, c'est quoi précisément? Parce qu'il y a beaucoup d'associations. Absolument. Alors nous sommes une association, on a 65 ans d'âge, si je puis dire, et on a une spécificité. Donc on est une association de lutte contre le mal logement. Plus précisément, on est un réseau d'associations. Il y en a une par région, grosso modo, y compris en Outre-mer. Et notre spécificité, si je puis dire, c'est d'essayer d'embarquer les habitants et les faire intervenir avec nous dans les travaux sur le bâtiment. Ce qui fait que, d'une part, ça améliore le bâtiment, mais également, ça va les mobiliser, leur donner un pouvoir d'agir, finalement. Ça va faire du lien social, parce qu'on va essayer de le faire avec les voisins, la famille, etc. Donc, quelque part, ce qui nous importe, c'est la dignité des logements, évidemment, mais vraiment tout autant la dignité des habitants. Et on essaie vraiment de combiner les deux. Oui, c'est vrai qu'on parle pas mal des bâtiments et des murs et des fenêtres, et là, on veut parler des personnes. En fait. Exactement. On veut parler des humains qui vivent dans ces logements. Nicolas Cordier, ça va? Bonsoir. Vous êtes responsable business impact chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, entreprise privée qui fait partie de plusieurs programmes et qui travaillent avec des associations pour lutter contre cette précarité énergétique. Alors vous, qu'est-ce que vous faites, Leroy Merlin, et en interne et dans vos engagements associatifs pour essayer d'aider ceux qui ont vraiment besoin de... Oui, vous avez raison de parler d'engagement associatif parce que les habitants en situation de grande précarité au niveau de leur logement ne sont pas clients au quotidien de nos magasins. Donc, quelque part, on pourrait dire qu'on ne les connaît pas directement. Et en même temps, si notre vocation est de pouvoir améliorer l'habitat pour tous en France, et en tant que leader de l'amélioration de l'habitat, on se devait aussi de pouvoir prendre en compte ces habitants qui ne sont pas clients de nos magasins. Pour ce faire, on est en partenariat systématique avec des acteurs de terrain, avec des acteurs associatifs. Et ça se décline du coup au local, donc avec nos équipes magasins. Ce n'est pas un programme qui descend du siège de manière centralisée avec 2 ou 3 personnes qui s'en occuperaient. Donc c'est vraiment des liens parce que l'habitat, c'est une question de territoire, c'est une question d'habitants. On a par exemple avec le réseau des compagnons bâtisseurs, 42 de nos magasins en France qui sont en partenariat formel avec les compagnons bâtisseurs, où par exemple les associations canalisent leurs achats de produits chez nous et on leur restitue tous les trimestres 100% de la marge sur vente qui est réalisée par leurs achats. Ce qui leur permet de financer ce qui est
difficilement finançable pour les associations. Oui, c'est un montage financier qui leur permet d'avoir des fournitures pour assurer la rénovation et vous leur retrocédez une partie des bénéfices. C'est surtout pour financer leurs frais de fonctionnement. Ah oui, pour qu'elles Parce marquent. que Oui, bien d'accord. souvent, les associations Ouais. ont leurs financeurs pour réaliser leurs projets. Mais par contre, pour multiplier l'impact, il faut qu'il y ait plus de gens qui montent des projets. Mais ces gens-là, il faut bien les payer. Et il n'y a pas grand monde, finalement, pour financer des frais de structure. Donc, notre système contribue à ça d'une manière ou d'une autre. Et puis, avec ces acteurs associatifs, on a 210 partenariats formalisés, 42 avec les compagnons bâtisseurs. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait cette problématique spécifique de l'exclusion énergétique, dont les réponses sont forcément complexes. On l'a évoqué, à la fois dans les freins à la rénovation, dans les conséquences Nicolas que ça a. Cordier, finalement, les gens qui bénéficient de ces programmes, est-ce qu'ils seraient venus vous voir dans les magasins? Non, jamais. Jamais. C'est un public que vous auriez jamais vu, jamais rencontré. Jamais. Et même, je dirais que pour les associations, c'est un vrai challenge Oui. que de pouvoir détecter, accompagner et avoir quelque part des tiers de confiance, parce qu'on est avec des publics qui, comme Gilles et Suzanne le soulignaient, n'ouvrent pas facilement la porte de chez eux, peuvent avoir honte de chez eux, peuvent avoir peur des arnaques, ont eu des mauvaises Alors, expériences. on va rentrer dans le détail après parce que ça, c'est très important de pouvoir donner confiance pour enclencher des choses par la suite. Alors, Mathieu Sattler, ça va? Vous êtes bien installé? Bonjour. Donc, merci d'être venu nous voir. Alors, vous êtes cofondateur d'une start-up, c'est comme ça qu'on dit, qui s'appelle Don de Chaleur. Don de Chaleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Don de Chaleur? À quoi ça sert? Et comment vous avez eu l'idée? Alors, Don de Chaleur, c'est un défi d'économie d'énergie qui est solidaire. Le principe, on a lancé ça l'hiver dernier pour la première fois. Le principe, c'est qu'on accompagne des gens comme vous, comme moi, à faire des économies d'énergie chez eux, dans leur logement, via une application. On leur donne des conseils. On les met en challenge, c'est-à-dire qu'on on leur propose de se défier les uns les autres, donc de défier leurs amis, leurs voisins. Et en fait, ils font des économies d'énergie chez eux, ils font des économies d'énergie sur leurs factures. Et en plus de ça, on a des sponsors, des entreprises qui versent des dons à des projets associatifs de lutte contre la précarité énergétique en proportion des économies d'énergie qui sont réalisées par les participants. Donc l'an dernier, on a eu 8000 participants qui ont fait en moyenne 19% d'économies d'énergie dans leur logement. Donc c'est vraiment très significatif. Donc, ce n'est pas eux directement qui reversent une partie de leurs économies, c'est par le biais d'associations. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, c'est par le biais d'entreprises sponsors. Il y en a d'ailleurs qui sont ici aujourd'hui et qui versent des dons à des associations, donc, comme par exemple Stop à l'exclusion énergétique. Donc, l'an dernier, on a versé 80 000 € comme ça. Eh ben, bravo, continuez. Ce n'est pas de la rénovation, mais en tout cas, c'est pour montrer qu'il existe des solutions technologiques et modernes pour faire du partage, de la valeur économique et de la valeur sociale. Et qu'on est content de vous avoir avec nous parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui ont envie de se positionner sur ce sujet. Alors, Gilles Béraud et Suzanne, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet très important qui est ce rapport de confiance. Ces ménages ou ces personnes, puisque peut-être ils sont tout seuls parfois, qui sont en grande difficulté, en exclusion, comment est-ce que vous arrivez à les approcher, créer une relation, un peu de dialogue et de confiance avec eux pour ensuite, il faut bien mettre un pied dans la maison, dans l'appartement pour pouvoir un peu après les aider. Ça prend du temps. Oui, absolument. Et le temps étant de l'argent. Time is money. Non, c'est vraiment l'étape extrêmement importante. Ça veut dire, par exemple, typiquement, on va s'installer dans un quartier. Souvent politique de la ville, un quartier un petit peu en difficulté. On va avoir un atelier de quartier et on va faire des ateliers collectifs et puis à partir de là, on rencontre les gens et on peut aller plus loin avec les personnes. Mais il faut vraiment créer ce lien. Et une autre chose d'ailleurs, c'est qu'on utilise un bricobus, qui est tout simplement un petit bus, une camionnette, qui permet de circuler et aller vraiment au-devant des personnes. C'est la société Castorama d'ailleurs qui nous appuie énormément là-dessus. Donc juste pour dire, on a énormément d'appui et ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc on va vers les gens. Vraiment le secret, c'est d'aller vers des gens. C'est effectivement, comme on le disait, c'est pas des personnes qui viendront automatiquement vous voir. Et comment on les incite à confier ça? Parce qu'il doit y avoir peut-être une partie où ils ont un peu honte, ils sont mal à l'aise. C'est difficile de raconter ces difficultés à des inconnus. Alors, c'est typiquement des gens qui se cachent. C'est aussi pour ça qu'on avait monté une opération avec Emmanuel Béard il y a
il y a 2 ans et on va en relancer une dans quelques mois, toujours avec Emmanuel Béard. La question, c'est vraiment de créer une logique territoriale. C'est pour ça qu'on lance, on est en train d'organiser à travers un programme C2E des territoires zéro exclusion énergétique parce qu'il faut créer des chaînes de confiance. Effectivement, comme vous le dites très bien, c'est des gens qui se cachent. Ils ont honte. On ne reçoit plus les voisins parce qu'on sait très bien que si il y a besoin de faire une pause technique, dans les toilettes, il y a un compteur électrique, il y a des champignons sur les murs, le compteur électrique pend parfois au fil, et je vous raconte une histoire vraie. Et donc la question, c'est comment on va faire adhérer autour du projet tous les acteurs territoriaux qu'on connaît, les centres communaux d'action sociale, Secours catholique, Secours populaire, ATD Carmonde, qui sont des membres de notre organisation Oui, aussi. puis c'est vrai que les CCAS, ils sont répartis partout. Voilà. Mais il faut que les gens coopèrent et collaborent. Et surtout, cette chaîne de confiance. Parce que qu'est-ce qui fait que ça va marcher? On va avoir la première famille. Et la première famille, dans la même rue. Nous, on veut travailler dans une logique de rue comme ça, à travers nos territoires zéro exclusion énergétique. Et c'est parce que l'autre l'a fait. Il faut considérer que c'est impossible. Un peu comme les îlotiers, finalement. Oui, bien sûr. Oui. Quand vous vivez avec moins de 10 euros par jour et par personne, vous ne pouvez pas considérer que votre habitat qui a besoin de 70, 80 000 euros de travaux, vous ne pouvez pas concevoir que c'est possible. C'est pas possible. Donc il faut on essaie démontrer déjà, je que pense, ça de marche. manger. Voilà. Et c'est pour ça qu'on crée cet écosystème local. On a aussi impliqué des services civiques. Je vois qu'Unicité est là. On en a 300 aujourd'hui. Et c'est parce qu'on collabore. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis tous dans Stop Exclusion énergétique, les compagnons bâtisseurs, ATD Carmonde, Leroy Merlin, Dorémy qui est là aussi aujourd'hui. Et on travaille ensemble, on coopère et on crée de la confiance. Et ensuite, il faut accompagner parce que s'il n'y a pas une personne compétente sur le plan social et on a une surreprésentation de personnes handicapées, de personnes seules, etc., évidemment, de personnes malades, les enfants sont 40% plus malades que les autres, évidemment, eh bien, c'est par cette coopération-là, mais il faut des gens capables de comprendre que c'est une donnée médicale, qu'il faut l'expertise technique, qu'il faut de l'ingénierie financière, parce qu'on est capable de réunir aujourd'hui 100 000 euros sur 100 000 euros pour accompagner une famille. Mais ça prend combien de temps, ça, par exemple? Ça, c'est quand même une somme importante. 18 mois, 2 ans. Mais j'imagine toutes les étapes qu'il faut pour mobiliser des entreprises, des associations, aller voir la famille, enclencher ça. Entre 18 mois et 2 ans. Et tout ça coûte à peu près 7 000 euros. Voilà. Okay. Nous, c'est ce qu'on met en rémunération. C'est ce qu'on défendait ce matin quand la ministre aussi est passée. Et elle a annoncé qu'elle-même soutenait, même on n'est pas tout à fait d'accord sur les coûts, mais on va y arriver. Mais en tout cas, c'est un vrai métier, l'accompagnement. Il y a des financements qui arrivent. Les spécialistes connaissent maintenant. Mon accompagnateur Rénov est renforcé. Mais on n'est pas encore au bon montant. Ça coûte 7 000 euros d'accompagner une famille en grande précarité. Oui, on peut le chiffrer. Donc, c'est plus facile aussi de faire des demandes précises de budget quand on a un peu chiffré les choses. Suzanne de Chévigné, moi, j'aimerais savoir un peu plus précisément qui sont ces ménages, qui sont ces familles. Est-ce que c'est plutôt des gens qui vivent dans des zones rurales, âgées, dans des maisons? Est-ce que c'est des familles nombreuses dans des petits appartements? J'essaye d'imaginer, il y a des millions de gens dans cette situation dans notre pays. Est-ce que c'est plus à la campagne, plus à la ville? Ce sont les gens pauvres, de manière générale. Si on est pauvre, on a du mal à s'alimenter et à se chauffer et s'occuper de son appartement. Très massivement, ce sont des familles monoparentales. Ça, vraiment, on l'oublie trop souvent, mais c'est vraiment... Femmes. Les femmes... Dans 90% des cas, c'est des femmes, mais aussi des pères, charge de famille. Et donc, c'est les gens qui sont le plus en difficulté. Les personnes âgées, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment autant à la campagne qu'en ville. C'est beaucoup les locataires. C'est également les propriétaires occupants. Mais il y a une espèce de trou dans la raquette. Les locataires de bailleurs, pas forcément malhonnêtes, mais qui ne font pas ce qu'il faut, etc. Donc des fois, c'est de la mauvaise volonté, et puis des fois, c'est juste un peu de la négligence, on va dire ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Le manque d'argent, tous les bailleurs ne sont pas riches, mais ça fait un ensemble. Donc il y a vraiment une diversité de cas, et il faut arriver à avoir des dispositifs qui puissent aller vers ces différentes personnes. Et une chose qu'il est peut-être important de souligner, c'est que, j'ai donné les chiffres, il faut compter rénovation d'une maison, par exemple à Pavillon, dans les 70 à 100 000 euros.
Si vous êtes en grande difficulté, si quelqu'un vient vous dire ça va coûter ça, mais ne vous inquiétez pas, on va vous le financer, mais vous avez une peur épouvantable. Enfin, vous ne le croyez pas, et puis ça vous Ah oui, ça empêche crée de presque de la dormir. méfiance d'être aidé. Absolument, Quand on a l'habitude d'être absolument. tout seul dans sa galère, en gros, Ça quand fait on vient vous tendre la main, on est un peu Peur énorme, surpris. ouais. Ça fait une peur énorme. Ouais. Ensuite, après, c'est compliqué dans votre logement, mais c'est vraiment une raison de plus pour vraiment insister sur le besoin d'accompagnement et l'accompagnement au long cours pour ces personnes, vraiment détaillé, autant sur le côté technique que social, voire médical. Nous, on est un peu spécialisé pour des personnes qui ont un syndrome de Diogène, qui, vous savez, qui accumulent tout. Bah, là, c'est compliqué. Il faut commencer à résoudre ça. Et puis il y a avant ça, il y a d'aller plus loin. un problème psy, en plus du problème social, en plus du problème économique. Donc c'est vrai que Exactement, médical. c'est plus complexe. Ces gens combinent les problèmes. Et donc, il faut être prêt à aborder tous les problèmes différents, quoi. Mathieu Sattler, avec don de chaleur. Donc vous parlez pas de rénovation globale, c'est pas votre sujet. En revanche, vous faites la promotion de la sobriété énergétique. Comment vous avez raccroché les bouts entre votre solution, qui est une appli avec cette start-up, et en même temps de rencontrer tous ces acteurs associatifs? Comment ça s'est fait? Alors, comment on a rencontré les acteurs associatifs? Tout simplement en allant les voir un à un, on les a contactés, on leur a dit on a envie que le sujet des économies d'énergie, ce ne soit pas juste un sujet individuel. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que quand vous êtes un particulier, vous voulez faire des économies d'énergie dans votre logement, c'est un sujet qui est très, très individuel. On a envie d'en faire un sujet qui soit un sujet social, un sujet dont vous puissiez parler. Donc, en fait, on a envie de mettre du sens sur les petits gestes que vous faites chez vous dans votre logement, que ce ne soit plus des gestes isolés, mais que ce soit des gestes qui aient du sens. Et en fait, ce sens, on le donne de deux façons. La première façon, c'est que en fait, les économies d'énergie que vous faites dans votre logement, vous les faites dans le cadre d'un challenge. Vous vous comparez à vos amis, vous vous comparez à vos voisins. Et donc, en fait, une fois qu'on vous a mis dans un challenge, vous pouvez être fier. C'est ce truc de ce que vous gamifier, c'est faites. un peu ludique et un peu marrant aussi. C'est pas juste ludique, c'est que en fait vous êtes plus seul. Donc il y a une première étape qui est de donner du sens de cette façon-là, et ensuite il y a un deuxième sens qui est que votre geste vous le faites pas juste pour votre facture, vous savez que vous le faites pour la planète aussi, mais vous savez que en plus ça va vous permettre de financer un don à une association. Donc vous donnez du sens, et en fait le fait de donner du sens, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de se dépasser un petit peu, et c'est comme ça qu'on obtient des économies significatives dans le logement, et c'est comme ça aussi que on arrive à créer cette idée de cohésion, c'est-à-dire que nous, après, les participants, on leur envoie des nouvelles, des projets associatifs qui ont été soutenus, et donc il y a une forme de fierté d'avoir participé à ce défi et d'avoir contribué d'une certaine façon à la rénovation d'un logement dans une famille. Alors, une famille qu'on ne connaît pas, mais voilà, on est fiers d'avoir aidé une famille qui en avait besoin. Alors, chez Leroy Merlin, moi, je voulais vous poser comme question, c'est assez puissant quand même de réussir à faire cette espèce d'orchestration entre des entreprises privées, donc qui doivent faire du bénéfice et du chiffre d'affaires, c'est leur raison d'être, des structures associatives, et aussi d'aller s'ancrer sur ce maillage des collectivités territoriales. Est-ce que c'est pour un peu un effet d'image et de notoriété? Est-ce qu'il y a de quoi dégager un peu de budget dans le chiffre d'affaires de la boîte pour faire des actions comme ça? Ou alors, est-ce que c'est aussi parce que c'est aussi la raison d'être d'une entreprise d'avoir un rôle social? Faire du chiffre d'affaires et des bénéfices, ce n'est pas la raison d'être de l'entreprise, c'est le moyen. La raison d'être, c'est de pouvoir améliorer l'habitat des gens. Et quand on parle de cohésion sociale, je pense que c'est une aspiration chez beaucoup de collaborateurs chez Leroy Merlin et chez beaucoup de nos clients également. Et donc, quelque part, et je rejoins tout à fait ce que Mathieu dit, c'est-à-dire que donner des occasions de pouvoir contribuer, chacun à son échelle, chacun à sa mesure, à de la cohésion sociale à travers ces programmes de rénovation énergétique pour les gens les plus précaires, eh bien, ça fait du sens, ça génère une énergie très positive, et il y a effectivement des moyens au cœur de nos métiers pour développer des choses. Par exemple, depuis ce matin, tous ceux parmi vous qui iront faire des courses dans un Leroy Merlin dans les 2 mois qui viennent pourront arrondir le montant de leur facture à l'euro supérieur au profit de Stop à l'exclusion énergétique. C'est une des manières de poser la problématique de l'exclusion énergétique dans l'ensemble de nos magasins et de pouvoir
à raison de 40 centimes, avoir les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est également, on l'a initié ici ce matin, la fresque de la rénovation, de la précarité énergétique, pardon, que nous avons co-développé avec Stop à l'exclusion énergétique. Ah, comme il y a la fresque du climat ou la fresque du numérique, c'est ça? Exactement. Vous êtes inspiré de ça pour faire la fresque de la précarité énergétique. Pour rentrer dans cette complexité de manière simple, ludique, mais qui en même temps remettent non seulement les enjeux, mais les solutions disponibles. Et ça, c'est un outil qui peut être démultiplié dans le monde associatif, dans les collectivités publiques, dans nos entreprises, bien évidemment, également, pour pouvoir, je dirais, faire ce travail de sensibilisation qui permet de rajouter des ouvriers pour ce challenge qui est un challenge sociétal énorme, hein, et Gilles le rappelait tout à l'heure, qui vient toucher l'économique, le social, le sanitaire, le lien social et l'écologie. Donc, on a toutes les raisons de pouvoir y participer. Alors Gilles Béraud, moi je me fais un peu, pas l'avocat du diable, mais est-ce que finalement, ce sujet de rénovation globale, énergétique, performante, massive, ces plans, c'est un espèce de plan Marshall de la rénovation un peu globale comme ça, avec 10 sous-sujets qu'on est en train de traiter ici sur les Rénotalks, hein, le volet social, économique, urbanistique, financier et l'immobilier. Est-ce que ce n'est pas une très bonne occasion pour remettre la question du logement au cœur de l'agenda politique, qui était un petit peu passé, pas à la trappe, mais qui n'était pas dans les priorités depuis les 10 dernières années? Est-ce que ça ne remet pas ce sujet-là au cœur de l'actu? Oui, clairement. D'ailleurs, juste, pardon, une petite digression, mais si vous voulez découvrir la fresque, il y a des démonstrations demain toute la journée, un peu plus loin. Vous êtes sur quel stand? Revenez, on est au milieu là. Alors notre stand, c'est au fond à droite. Ouais. Si vous voulez participer à nos trophées, tout ça, voilà. C'est juste l'angle, juste au coin là-bas. C'est à quelle heure? La fresque, il y en a 2 demain matin, 2 demain après-midi. Mais il y a un grand panneau, vous verrez, et vous pouvez vous inscrire. Et j'en profite. Il y a du café et des gâteaux? Il y a tout ce qui est bon pour vous. Je vous taquine. Alors, pour revenir, la question du logement. La question du logement, elle est quand même totalement prioritaire. D'abord, ces questions de cohésion sociale, de santé. Alors, pour l'instant, on n'est pas sur des massifications suffisantes. Donc, je n'ai pas de chiffres. Nous, on a pu aider cette année 200 familles. Nos membres l'ont beaucoup fait. L'ANA a aidé en précarité globale, mais il faut voir les chiffres. Aujourd'hui, ils sont très très faibles. Ils ne sont pas du tout à l'échelle. Mais sur ce qu'on a déjà fait, on sait que ça améliore les résultats scolaires, les gamins sont moins souvent à l'hôpital et les parents ont retrouvé du travail, par ailleurs. Ah oui, ça c'est les effets bénéfiques. On a des effets, mais à tous les niveaux. Et par ailleurs, c'est bon pour le climat, parce qu'on a aussi face à une condition actuellement où on culpabilise des gens, qui d'ailleurs, on n'a pas besoin de les culpabiliser, ils se culpabilisent tout seuls, parce que comme ils sont pauvres, ils ne peuvent pas contribuer à l'effort climatique global. En gros, ils ont des voitures pourries, des vieilles chaudières diesel, et ils habitent des passoires thermiques. Et avec les ZFE, ils n'auront plus le droit d'aller en ville. Et les gamins, ils rentrent de l'école, ils ont un cours de développement durable, et ils culpabilisent les parents. Quoi. Alors que si vous avez la Tesla, dont il faudra me démontrer que c'est un intérêt climatique d'ailleurs, mais bon. Ils sont gonflés, les gars. 500 kilos de batterie lithium, voilà, bref. Ouais. Mais on habite l'éco-quartier, on achète bio, etc. Et on est content parce qu'on est. Donc il y a vraiment des questions de justice sociale. Mais la question d'habiter, elle est majeure, notamment post-Covid, où se sont généralisés énormément d'usages à distance. À un moment donné, on a besoin d'habiter un espace confortable. On renvoie les étudiants qui ont maintenant une partie de leurs cours en ligne, ou pendant le Covid, où vous aviez à la télévision, on vous expliquait que la qualité de l'air extérieur s'améliorait, et on demandait aux gens de rester chez eux, sauf que chez les précaires, c'est le contraire. La qualité de l'air intérieur met en danger la santé. Oui. Donc autour de ça, il y a besoin d'un vrai débat, effectivement, sur comment on va habiter demain, et comment tous, on est dans des vraies conditions d'habiter, dans un habitat sain, confortable, on peut travailler à distance, où les enfants se sentent bien, et on reçoit ses voisins. Enfin, moi, j'ai des histoires où... Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors sans dire le nom, le prénom, l'adresse, mais... Je vais vous parler de Madame Cormon, parce que c'est devenu quasiment une de nos porte-paroles. Eh bien, elle ne pouvait pas recevoir ses voisines chez elle, parce qu'elle avait honte. Elle habite dans quelle région ? Et dans un peu au nord de Paris. Okay. Les petits-enfants ne pouvaient pas venir, les autorités sanitaires ne l'autorisaient pas, ou je peux vous raconter l'histoire d'un gamin de 7 ans qui a dit à son papa, bah, écoute, papa, je vais pouvoir inviter mes copains à la maison, parce que maintenant, on est plus pauvres. Voilà. Donc ça, c'est des phrases vraies, mais la question derrière,
c'est évidemment de comprendre ce côté sensible des choses, mais la question maintenant, c'est d'industrialiser. Il faut massifier. Donc maintenant, c'est que tous les gens dans cette salle immense, et merci encore de l'initiative, il faut s'y mettre. On peut tous prendre une part. Peut-être c'est juste un petit chèque. C'est donner un coup de main. C'est aider à les repeindre après des travaux, comme le font des collaborateurs de sociétés citées ici. Oui, en fait, il n'y a pas de petits gestes, en fait. On faut y aller. Et c'est aussi des matériaux. Les gens les plus pauvres dans ce pays ont le droit d'habiter dans des bonnes conditions et de contribuer à l'effort global sur le climat. Voilà. Il faut partir de cette donnée-là. On n'a jamais autant fait, mais c'est d'autant plus une raison pour accélérer. Et pour ça, nous, on a calculé qu'il fallait 11 000 ensembliers solidaires, c'est-à-dire des gens capables d'accompagner de bout en bout une famille, sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan de l'ingénierie financière, et évidemment sur le plan de la santé des comportements. Donc ça ferait 11 000 personnes à former à toutes ces compétences-là. C'est un métier d'avenir pour 11 000 personnes. Bon, bienvenue, le stand est au fond à droite. Suzanne de Chévigné, est-ce que cette occasion unique de ce plan de rénovation globale, est-ce que ça ne remet pas la lumière sur la question du logement et sur les plus fragiles? Absolument. Je crois que c'est vraiment... Enfin, il faut bien voir que le logement, en général, est devenu le premier poste de dépense. C'est un poids, ça... Enfin, je ne suis plus toute jeune, mais à une époque, le logement, c'était une petite part du budget. Maintenant, ça pèse énormément sur les gens. Et les gens les plus en difficulté avec l'inflation se trouvent à vraiment faire des arbitrages entre la nourriture et le chauffage. Vraiment des trucs fondamentaux, quoi. Donc là, vraiment, c'est vraiment important de voir que le logement est devenu vraiment un éléphant dans la pièce, dont, effectivement, comme vous le disiez, on s'est très peu occupé ces dernières années. Donc, le logement en général, et encore plus avec le changement climatique, tout ce qui est rénovation énergétique. C'est massif et c'est important que ça arrive. Alors, notre sujet, donc la cohésion sociale, évidemment, on parle plus de l'humain, du lien humain. Par rapport aux autres panels où il y a souvent des dissensions, des façons de voir différentes, quand je vous vois, on dirait que c'est le monde de oui-oui et que c'est facile de faire travailler ensemble des associations, des collectivités, l'État et des entreprises. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce côté social, humain, que ça s'enclenche comme ça avec tout ce maillage? Ou alors est-ce que c'est juste les personnalités individuelles des gens que vous êtes qui font que ça marche bien? Je peux répondre? Mathieu, vous répondiez et ensuite Suzanne. Oui, juste une toute petite élément de réponse, c'est que le monde associatif, je ne sais pas si c'est le monde de oui-oui, mais c'est un monde dans lequel il faut de l'argent systématiquement. Donc s'il y a une difficulté dont on n'a pas parlé, c'est trouver l'argent en premier lieu. Donc la question financière, elle reste une question de fond systématiquement. Suzanne? Non, j'allais juste dire, ça fait longtemps que nous travaillons ensemble, longtemps que le roi Merlin nous soutient, longtemps qu'on travaille avec Gilles. C'est vraiment des trucs au long cours et je crois qu'on arrive à un moment, et d'ailleurs le changement climatique vient nous donner un petit coup de main, on arrive vraiment à un moment de passage et du coup, il faut que tout le monde pousse en même temps et tout ce qui permet aux gens, entre guillemets, ordinaires de participer, comme les questions d'arrondi en caisse, comme tout, c'est extrêmement important pour que tout le monde se sente embarqué. Gilles Béraud, comment vous faites pour que les habitants s'approprient aussi les travaux de rénovation? Parce qu'il y avait ce sujet aussi, que ça ne soit pas fait que par des personnes extérieures, par des professionnels, des thermiciens, des diagnostiqueurs ou des travailleurs sociaux. Il faut qu'ils participent un petit peu. Alors, pardon, mais j'ai juste complété je vous en prie. sur la question que vous avez posée juste avant, parce que vous soulevez un sujet mais majeur. La question aujourd'hui, surtout quand on touche aux questions écologiques, c'est qu'on passe son temps à dresser les gens les uns contre les autres. Oui, on a vu ça. Aujourd'hui, effectivement, le vrai sujet, c'est cette question de la compétence. Moi, je considère que nous, on fait de la plomberie. On est en train d'installer des tuyaux entre les gens pour qu'ils puissent bosser ensemble. Et c'est effectivement d'une grande complexité parce qu'on est dans une culture où dans l'écologie, on n'aime pas bien les entreprises. Alors les gens du retail, on n'en parle même pas. Donc il faut sortir de ça. On est là pour avancer et donc il faut que chacun fasse un pas en avant, quoi. Vous avez tout à fait compris ma question parce qu'il y a l'air d'avoir une bonne entente entre vous. Nous, on s'entend bien, on est dans les mêmes organisations, on a fait le choix, on a pris le temps. Donc on a besoin aussi de former des gens et c'est tout l'enjeu ces ensembliers, d'être capables de faire travailler, mais au plus près du terrain. Parce que là, on voit bien cette vision globale qu'on voit dans les médias, qu'on essaye d'opposer le plus possible, les entreprises, les associations, etc.
Maintenant, il faut régler ça, quoi. Mais il faut le régler au plus près, parce que chaque endroit, chaque esprit. Et j'ai oublié la question. Je suis Moi désolé. aussi, je crois. Bon, en fait. c'est pas très grave, mais je je pense pense- qu'elle était. je pense que Si je j'ai pense- oublié, je c'est qu'elle pense- n'était pas. Je pense que Nicolas voulait C'était bien. compléter. Non, mais je pense qu'aucun acteur aujourd'hui ne peut dire j'ai la réponse Mhm. à la réno énergétique des plus Ah. précaires. Donc je pense que face à ce constat où on n'a pas la réponse tout seul, c'est plus facile de Oui, d'aller consulter rentrer les autres. dans une coalition d'acteurs et de se dire ensemble, parce qu'on poursuit les mêmes finalités, parce qu'on a envie de trouver des solutions concrètes aux gens qui sont en général les plus éloignés de l'ensemble des dispositifs. Et je pense qu'on partage quand même ces valeurs et cette volonté de faire changer d'échelle les travaux de rénovation énergétique globale et performante pour les plus précaires. Et on sait qu'on n'aura pas la force, ni les Tout seul, connaissances, d'activer ni les le- compétences tout seul. Et donc, je pense que ça facilite les choses. Au-delà, je pense bien évidemment, des personnalités qui peuvent être dans les différentes organisations et qui prennent le temps de se rencontrer. Et je dirais aussi de se rencontrer sur le terrain. Parce que ça ment pas. Et quand vous rentrez chez des gens qui sont en extrême précarité et que vous ressentez le froid, l'humidité, Oui. les C'est une problématiques expérience sociales. physique et c'est pas conceptuel ou ex- intellectuel. C'est Exactement. on le vit vraiment. Exactement. Et quand vous voyez non seulement la situation initiale, mais une fois que les chantiers sont réalisés, ce que ça change chez les Alors gens. moi, c'est ça que j'aimerais que vous me Alors, racontiez quand même, parce qu'on veut un peu un happy end. Est-ce que les gens qui ont un logement rénové, qui sont mieux dans leur habitat, est-ce que, voilà, tout à l'heure vous disiez il y en a qui retrouvent du boulot, est-ce qu'ils se remettent à socialiser, est-ce que les enfants invitent des copains à la maison, enfin, qu'est-ce qui se passe de mieux dans leur vie? Eh ben, c'est tout à fait ce genre d'expérience. Hein. Moi, des enfants qui disent, non, une maman qui disait, mes 2 enfants réinvitent leurs copains à la maison Mmh. depuis qu'on a fait la rénovation. Mmh. Des gens qui disent, maintenant, on n'a plus une maison de pauvres. Et très honnêtement, extérieurement, et les travaux de peinture n'avaient pas été faits, je ne peux pas dire que la maison Ouais. était transformée en un château d'Alice au Pays des Merveilles. Mais il n'y avait plus froid chez eux, donc c'était plus une maison de pauvres. Vous voyez ? Non, mais ça marche, quoi. Venez, pour répondre encore à votre question, mais venez, vous avez du talent, on va vous apprendre justement à animer ça sur le terrain, vous verrez, ça marche. Gilles, j'ai l'impression que vous avez très envie qu'on aille tous sur vos Ouais. stands, donc on va passer l'info pour... Non, mais surtout, venez bosser sur ces sujets, c'est extraordinaire, ce métier d'ensemblier. Il est infiniment complexe. Il faut apprendre, mais on est là pour vous apprendre, donc rejoignez-nous. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions de la salle parce que c'est toujours intéressant d'avoir des remarques ou des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le social? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans une passoire énergétique? Eh bien, c'est la fin de cette table ronde sur la cohésion sociale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et merci à tous les 4. Suzanne de Chévigné, Association nationale des compagnons bâtisseurs. Mathieu Sattler, cofondateur de Dons de Chaleur. Donc, téléchargez l'appli, parce que comme ça, vous pourrez faire des battles avec vos voisins et vos amis pour économiser de l'énergie. Gilles Béraud, directeur général de Stop Exclusion Énergétique. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et Nicolas Cordier, on ne dit plus intrapreneur, ça se fait plus, ça? Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas le sujet, non? Non, c'est pas le Pardon. sujet, mais j'avais envie un peu de vous distinguer parce que vous faites quand même des trucs très utiles socialement chez Leroy Merlin. Vous êtes responsable Business Impact chez Leroy Merlin. Merci à tous.